Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Et le Gunners, Arsenal reçu 7 sur 7 dans cette phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Arsenal se déplaçait ce soir à Giuseppe Meazza pour y affronter l'Inter Milan. Et septième victoire consécutive de nos Gunners, festival de nos avant-centres. Bref, vous l'aurez compris, on est là pour débriefer de ce match. Pour m'accompagner avec moi, Louis du Nord. Salut Loulou, ça va? Salut Raoul, salut à tous. Oui, ça va très bien, merci et toi? Ça va, merci. Et puis je vous annonçais un retour fracassant. Je ne sais pas si vous avez joué au jeu de la devinette, mais oui, il est de retour. Il était avec moi il y a un an, il a vu cette purge il y a un an, où on était défait 1-0 face à l'Inter de Milan. Et puis, comme je te le disais, Richard, puisque vous l'aurez compris, il s'agit de Richard, comme je te le disais en messagerie privée un peu plus tôt, une chose est sûre, c'est que, deux choses sont sûres, c'est que le débrief ne durera pas aussi longtemps que celui de l'année dernière. Il sera beaucoup Oui, plus audible et on sera beaucoup moins sous. oui. Et les toilettes seront bien sauves. J'avais oublié, mais oui. Salut Richard, c'est trop cool de te voir et de t'entendre. Écoute, plaisir Messieurs, partagé. alors, il faut tout dire. J'ai proposé à Richard, parce que le droit de l'ancienneté fait que, voilà, d'animer ce podcast. Mais Richard, étant levé depuis très très longtemps, a préféré être plutôt dans le rôle du consultant que de l'animateur. Donc, ça sera pour une prochaine Exactement. fois, puisqu'on retrouvera Richard, on peut déjà le dire, la semaine prochaine, face dans le gros choc de la dernière journée de la Ligue des Champions, face au dernier du classement. Ah, mais on sait jamais, hein. On sait jamais. Allez, on y va avec la compo. Légère rotation, moins que ce que j'avais espéré, mais rotation quand même. Dans les buts, David Raya. De droite à gauche, Timber, Saliba, Mosquera et Lewis Kelly. Un milieu de terrain composé de Zubimendi, de Eze et de Merino. Et la ligne d'attaque menée par Saka, capitaine, Trossard à gauche et Gabriel Jesus en pointe. Vos avis sur la compo de départ, messieurs? Vas-y, Louis, je t'en prie. Euh, pour moi, c'est une rotation qui est logique par rapport au match de Forest. Je crois qu'il y a 7 changements par rapport au match de Forest, si je dis pas de bêtises, peut-être moins, je sais plus, j'avais vu le chiffre passer. Mais dans tous les cas, ça reste une rotation qui est plutôt logique. On a suffisamment critiqué Arteta sur les saisons passées pour sa non-utilisation du banc et de sa maigre profondeur. Aujourd'hui, il a un banc à une profondeur. Bon, bah, il l'utilise et quand on voit le résultat de ce soir, bah, on se dit que oui, certes, il y a de la rotation, certes, il y a des joueurs qui sortent du banc, certes, il y a des titulaires qui sont sur le banc, mais bah, l'équipe reste toujours très très compétitive, donc c'est bien, c'est un bon point. Richard, de ton côté? Moi, je pense que la rotation est utile aussi dans notre jeu. Je pense que aller sur le banc, ça fait toujours du bien. Voir le jeu d'extérieur, ça fait toujours du bien. La preuve, enfin, Guillaume Quérez était sur le banc. On en parlera après, mais des fois, être sur le banc, je pense que ça peut porter ses fruits et ça remet aussi les idées en place. Donc, les rotations, moi, j'étais pas pas très étonné. J'étais content qu'il y ait de la rotation. J'étais content de revoir Mosquera en titulaire. Toujours du mal avec les Kelly, mais ça, c'est autre chose. Après, assez content de l'équipe affichée, on va dire. L'envie était là. Ouais, tu parles d'envie, effectivement, avec un début de rencontre. Et donc, on va parler de la première période où on a Arsenal qui est plein d'ambition, très offensif, très porté vers l'avant, énormément de pressing, avec des occasions ou des ébauches d'occasions qui vont arriver très rapidement, des premières frappes, etc. Et puis une ouverture du score très rapide à la 10e minute de jeu dans un... On pourrait presque... On pourrait presque dire que c'est un but à la Wenger, mais quand même un peu moins beau, un peu plus euh, couillu, un peu plus chanceux, on va dire. Mais il y a eu énormément de joueurs qui ont touché le ballon.
pour qu'au final, je crois que c'est Timber qui va frapper, Jesus. la balle va être contrée Ah et oui. Gabriel Jesus bien placé va mettre un but, comme on disait à l'époque, un but de renard de surface, son premier de la soirée. Mais en tout cas, c'est une ouverture du score rapide. Et puis, on retrouve ce qui nous manquait depuis un certain nombre de matchs quand même, des buts et des buts en open play. Mm. Ouais, ça Après, vient surtout c'est. valider un temps fort. Ça, c'est Ouais. intéressant, c'est que surtout sur les matchs précédents, on arrivait à se créer des occasions et avoir des temps forts, mais on n'arrivait jamais à mettre ce petit but pour valider ce temps fort. Et là, comme tu l'as dit, Raoul, dès les 30 premières secondes, on a déjà une première opportunité. Et en fait, ce but, il n'arrive pas de nulle part. C'est vraiment ça vient vraiment valider un temps fort où on met une grosse pression sur le but de l'Inter. On a des vraies situations. Et dans la construction, le but est très beau. La prise de risque d'Edze sur la passe pour aller chercher directement l'axe, le décalage, le centre et Rezus qui reprend derrière un peu en renard des surfaces, mais c'est là où on l'attend aussi, c'est là où est sa force aussi, c'est qu'il sait bien se situer dans les bonnes zones, et c'est là où la critique par rapport à Gyökeres, elle peut avoir lieu, c'est qu'on a du mal à trouver Gyökeres dans ces zones-là du jeu où il est censé être performant, et là, Rezus sur son premier but, bah, typiquement, c'est un vrai but d'attaquant, en fait, comme on attend. Il est dans la bonne zone, Avant-centre, il ouais. fait le geste qu'il faut, donc, ouais, non, franchement, le premier but, même sur l'entame, les 10 premières minutes, c'est très, très satisfaisant ce qu'on voit. Faut dire en plus qu'on joue contre une équipe de l'Inter qui, elle, ne fait pas tourner, affiche quand même quasiment son équipe type à un ou deux blessés près, parce que l'Inter avait beaucoup plus d'enjeux que nous sur ce Mhm. match-là, on va dire entre guillemets. Donc, voilà, l'Inter, on sait que c'est toujours une équipe qui est difficile à la manœuvrer défensivement, qui a beaucoup de repères aussi offensivement et défensivement. C'est une équipe qui est finaliste de la Ligue des Champions, donc on venait pas non plus affronter l'équipe du coin. Et faire cette entame-là, moi perso, je m'y attendais pas. Je pensais qu'on allait vraiment peut-être souffrir et se prendre un peu la foudre sur les premières minutes. Et finalement, tu vois que pas du tout. Même avec une rotation, bah, sur les 10 premières minutes, tu es clairement au-dessus de l'Inter en fait. Richard? Moi, sur le but, je trouve aussi ça récompense un peu les deux joueurs qui étaient en vue au début du match, c'est-à-dire Timber et Jesus. Après, pour l'entame de match, quand tu joues avec un Jesus qui, t'as l'impression qu'il est en 10 mais en 9 en même temps, en fait, il est hyper mobile autour de la défense, et ce qui fait qu'il peut prendre la balle, la redonner, reprendre des ballons, la redonner. Et je pense que le début de match qu'on a fait, si on les fait tous comme ça au début de match, on est sûr de planter un but très rapidement. Mais c'est très rare. Après, sur le but, alors c'est une frappe de Timber. Il n'y a pas de contre, c'est une frappe de Timber qui est reprise par Jesus. Mais, euh, mais je trouve que ça nous récompense sur l'envie qu'on met au début de match. Sur les 10 premières minutes, on entend fort. Ensuite, on entend faible. On revient en temps fort. Donc, on est très, très content de l'attitude de Jésus sur l'entame de match, en tout cas. Alors ce que tu dis par rapport à Jésus et par rapport à l'animation offensive, c'est vrai, mais je pense qu'il faut rajouter un élément dont on va parler très rapidement, c'est l'absence de Degarde qui était sur le banc en début de rencontre et bizarrement l'animation elle est quand même toute autre. Comme quoi on Le est ballon aussi s'arrête pas, quoi. capable, bah ouais, et on va Mm. plus vite vers l'avant, il y a plus de transition, donc mais on va y revenir juste après. Donc ouverture du score d'Arsenal, il y a après comme tu le disais Louis, c'est vrai que ça aurait pu être dans mon introduction à dire que c'est l'un des demi-finalistes de la saison dernière face aux finalistes de la dernière édition. Et donc, du coup, c'est pas n'importe qui. Ils étaient quatrième du classement, je crois, au coup d'envoi. Et donc, du coup, il y a une réaction des interistes. Et puis, on n'aura pas mené très longtemps puisque moins de 10 minutes après l'ouverture du score, à la 18e minute de jeu, Suzic égalise sur une action où Thuram a une balle, la frappe est contrée par Saliba. Thuram récupère le ballon, ça revient, il y a Barella qui fait quelque chose, le ballon est encore contré, et finalement la balle va revenir aux 20 mètres. Et Suzic d'une frappe en première intention, du droit, en roule. Elle est pas si loin que ça de Raya.
Tu sais, souvent, quand, en direct, tu dis, putain, il va chercher la toile d'araignée dans la lucarne, et quand tu regardes les ralentis, elle est, bah, je vais pas dire qu'elle est plein axe, mais elle est pas très loin, et Raya n'arrive pas à se détendre suffisamment pour aller la contrer. Il la touche même pas, mais il est vraiment pas très très loin. Comme dirait Méchat, s'il avait mis ses vrais Il est gants de surtout Mickey, bloqué par Zubimendi. ouais, Il est bloqué de la vision par Zubimendi c'est aussi. vrai, c'est vrai. Et Zubimendi qui fait un pressing, mais qui se retourne et qui masque Raya. Alors, loin de moi de dire que le but est attribué à Raya, c'est pas du tout ce que je dis. Le but est beau, ça fait une égalisation, c'est un match de Ligue des Champions, 20e minute de jeu, c'est un partout. C'est aussi un peu le foot qu'on aime, même quand tu prends un but. Moi, j'ai juste noté, alors là, par contre, je veux pas non plus lui tirer une balle et l'achever, mais sur le but, ce qui m'a le plus frappé, en plus de Zubimendi qui va au pressing, mais pas totalement, c'est le manque d'engagement physique de MLS sur le ballon contré, le premier ballon contré de Mhm. Saliba quand il se relève. Lewis Kelly il est vraiment pas loin et en fait il revient pas totalement, il est pas à fond et je pense que s'il avait eu un engagement un peu plus important, il pouvait péter la balle en touche et il y avait pas de deuxième ballon qui revenait. C'est un avis très personnel, voilà, on est dans le détail, mais finalement c'est peut-être aussi avec des détails qu'on ira chercher des trophées cette saison. Cette égalisation, messieurs, vous l'avez trouvé logique, vous l'avez trouvé dur, vous en avez pensé quoi? Bah, Bah, autant logique quand même, ils ouais, étaient dans un temps fort, hein. Mm. À ce oui, moment-là, ils étaient voilà, dans un temps c'est fort, l'Inter. exactement. En fait, c'est l'ouverture du score, ça valide un temps fort, et le but qu'on prend, ça valide un temps faible. En fait, Mm. le but de l'Inter, 5 minutes avant, il y a des pertes de balles qui sont un peu inexplicables. Il y a des erreurs techniques, des erreurs de transmission. Il y a beaucoup de ballons perdus au milieu de terrain, que ce soit Merino, que ce soit Eze. Et le but qu'on prend, oui, on doit beaucoup mieux défendre que ça, en fait. Et bah, on voit que la Ligue des Champions, ça pardonne pas, hein. Quand tu es au-dessus, quand tu fais une très bonne entame, que tu as un temps fort, bah oui, tu marques. Et après, tu as un trou d'air de 5 minutes, bah derrière, tu te fais égaliser. Ça, c'est le football et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire en fait à part l'énorme trou d'air, encore une fois, qu'on a eu sur ce match, après l'ouverture du score. Mm. Et on va Ouais, prendre. notre première mi-temps, elle était en dents de scie, si tu veux. Ouais, On a fait une dents de scie et bah, quand t'as des moments faibles, faut être présent, mais on n'a pas été présent sur le moment faible. parce que du coup, c'est vrai, en plus, juste après le but, on va quand même reprendre quelques vagues, et notamment en contre, c'est ce qui est assez surprenant quand tu te déplaces à l'Inter. Et encore une fois, moi, j'ai, j'ai, j'ai j'ai toujours regardé ce match avec, tu sais, la comparaison de la saison dernière, Richard, Hein. où, où l'Inter avait été quand même vachement dominateur dans le jeu, il faut dire ce qu'il en est. Et là, du coup, après le but, on va essayer de remettre le pied sur le ballon, on va avoir de nouveau des opportunités, notamment sur corner. Et on va prendre quelques rafales de contre, notamment l'une où Sušić va décaler Thuram sur la droite. On voit Lewis Kelly qui nous montre que la vitesse n'est pas son fort. Et Thuram va mettre le ballon dans les tribunes, mais ça passe pas très très loin. Et après, on va tout doucement revenir, reprendre la possession de la balle. Et juste après la demi-heure de jeu, sur un nouveau corner frappé par Saka, frappé au troisième poteau, il y a Trossard qui est seul, qui la remet. La balle va toucher la barre et va revenir sur la tête de Gabriel Jesus, encore une fois au bon moment, au bon endroit, qui n'a plus qu'à la pousser de la tête au fond des filets, et ça fait 2-1 et doublé pour Gabriel Jesus. Et un ennemi but par corner. Et encore un but sur corner, ouais. Bon, après, voilà, hein. On peut pas dire que nos adversaires sont pas prévenus, quoi. Le fait de tirer des fois des corners loin au deuxième poteau, voire au troisième, et d'avoir toujours cet attaquant qui est seul pour la remettre, si tu regardes un tout petit peu les matchs d'Arsenal, ça fait 2 ans qu'on le voit, quoi. Donc, tu vois, Hmm. moi, je veux bien qu'on dise que Ah bah, t'es Arsenal, préparé à ça. T'es ouais, tu vois, je veux dire, préparé. nous, on le travaille, mais je veux dire, c'est l'équipe adverse, je veux dire, on n'a pas inventé une nouvelle stratégie sur corner ce soir, hein. On a, tout ce qu'on a Mhm. vu, c'est du réchauffé, mais tant que ça fonctionne et que nos adversaires ne comprennent pas comment défendre. Je veux dire, c'est hallucinant de voir Trossard tout seul, clairement. Oui, c'est ça, c'est qu'en plus, Ah oui. alors ok, on sait que Arsenal est dominateur sur corner,
Mais en plus, on essaie d'aider les équipes adverses. On dit, vas-y, on va se mettre des difficultés en plus. Là, on s'est dit, bon, Gabriel, il est pas là, Merino, c'est pas dingue. On s'est dit, tiens, l'homme clé sur corner. Allez, ça va être trop ça, 1m75. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas faire plus pour aider les équipes adverses à défendre sur corner, quoi. Je veux dire, c'est Trossard qui se retrouve tout seul au second poteau à faire cette tête. Je crois que c'est la première fois que je vois mettre une tête. Il fait cette tête qu'il la remet sur Gabriel Jesus. Donc je veux dire, oui, ok, Arsenal marque beaucoup sur corner, mais enfin, désolé pour les équipes adverses, mais on peut pas faire mieux pour vous aider en fait. Et là, ça va être quoi le prochain homme clé sur corner? On va envoyer, je sais pas, Le on va fils m'envoyer, Arteta. tiens, on va m'envoyer moi au second poteau Ah, ils et sont pas puis prêts. Ils sont pas prêts pour ça, Louis. j'ai un fabuleux jeu de tête, mais je le dévoile pas encore. Non, non, mais ils sont pas prêts. Je te le dis clairement, quoi. C'est l'arme secrète d'Arteta. Même Louis, il est pas au courant. Non, pas encore. En tout cas, ça fait 2 buts à 1. On va se diriger tout doucement vers la fin de la première période. Et à noter juste cette dernière occasion de double occasion finalement de Di Marco et le double arrêt de Raya juste avant la mi-temps sur le côté gauche cette fois-ci. C'est Timber qui est pris au dépourvu finalement et Susic qui va décaler Di Marco qui va frapper très bel arrêt de Raya au sol qui se relève rapidement. La balle revient dans les pieds de Di Marco qui va à nouveau frapper et au premier poteau. Et encore une fois, Raya va être là pour la dévier. Donc, ce qui fait que à la mi-temps de la rencontre, on retourne au vestiaire sur le score de 2 buts à 1. Et globalement, c'est une première période assez plaisante que l'on a vue, sans parler des individualités. On a retrouvé ce côté droit un peu plus fort que le côté gauche, faut-il le dire. En tout cas, le jeu qui basculait beaucoup plus sur la droite que du côté de Lewis Kelly Trossard, avec Saka qui a fait une bonne première période et qui aura fait, on va dire, un bon match dans l'ensemble. J'ai vu qu'il y en a qui s'enflammaient le retour du Starboy. Oui, non, mais c'est Ouais, bon, faut ouais, arrêter. moi, perso, je suis C'est- pas, Il, je suis pas aligné il, avec il a ça, hein. dribblé un mec en EHPAD. Il avait un mec en EHPAD en face de lui. Heureusement qu'il arrive à le passer quand même. À un moment donné, il faut arrêter aussi. Ah, c'est Non, un mais c'est bon vrai. match de Saka, mais je trouve qu'il n'a pas fait un énorme match. Voilà, c'est un bon Non, il a match. pas été stratosphérique. Ouais, ouais, Ouais. c'est un bon match. Euh, Retour, on enchaîne avec la deuxième période. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire à part que on va faire nos premiers changements à l'heure de jeu avec la sortie de Eze. Euh, on peut prendre le temps un petit peu de parler de son match, de son heure de jeu, qui a été remplacé par Rice, la sortie de Timber remplacé par Ben White. Eze, il y a eu du bien, voire peut-être du bon. Euh, mais encore une fois, dans un match où il avait une partie des clés du jeu. Bah, non, il avait les clés. Il avait les clés du jeu. Il avait pas Ouais, une oui, partie quand je des dis clés, une il avait les partie, clés du c'était que t'as jeu. quand même, t'as quand même Merino qui est capable, dans ce qu'on attend de lui, d'aller provoquer, d'aller créer. Tu as quand même Gabriel Jesus qui revenait aussi pour faire Ouais. le jeu. On peut dire, si tu veux, qu'il avait les clés du jeu. Euh, Match, au final, que je trouve moyen. Je sais pas comment vous jugez-vous sa prestation, euh, Louis Richard. Bah, je trouve que c'était mieux que contre Portsmouth, par exemple. Je Ouais. trouve que contre Portsmouth, il est complètement passé à côté de son match. Ce soir, oui, il y a eu du bon, notamment sur l'ouverture du score où il est quand même impliqué. C'est lui qui prend la première passe, qui prend le risque de cette passe pour casser un peu la ligne du milieu de terrain et après de créer le décalage. Il y a eu des situations de frappe, notamment sur les premières minutes de jeu. Il y a aussi une reprise de volée, je crois, je sais plus, fin de première mi-temps, Hmm. non, début de seconde période, Qui je vont sais s'y plus. mettre directement, ouais. En première période. Euh, c'est ça. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que Eze, il peut être très très bon quand on arrive à le trouver dans le sens du jeu, aux abords de la surface de réparation. En fait, c'est un profil de dynamiteur. C'est un joueur qui, aux abords de la surface de réparation, quand il va y avoir de l'espace ou qu'il va y avoir des mouvements autour de lui, bah, il est capable de faire très mal. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'on attend du coup, maintenant, avec le départ de Nwaneri, on va attendre d'Edze qui soit pas le backup, mais on va dire la doublure naturelle et officielle d'Odegaard.
Sauf que c'est deux profils qui sont différents. Et on peut pas attendre d'Edze qui fasse du haut de garde, qui redescend au milieu de terrain, qui oriente le jeu, qui gère le tempo du match, qui redescend plus bas que le rond central, qui garde le ballon, etc. On l'a vu, quand on lui rentre dedans physiquement, parfois c'est un peu léger. Mm. Il y a beaucoup de nonchalance dans son jeu. Ça, par contre, c'est quelque chose qui doit gommer très, très, très rapidement parce que sinon, ça va devenir très problématique. Surtout dans le système Arteta, tu peux pas te permettre d'avoir autant de nonchalance et de montrer un manque de contrôle dans le jeu que tu proposes. Mais ouais, pour moi, je peux pas faire reposer l'entièreté du problème d'Edze sur les uniques épaules d'Edze. Pour moi, c'est aussi comment expliquer ça? C'est aussi Arteta aussi peut-être de trouver un plan B pour Eze quand ça marche pas, quand on attend de lui qu'il fasse du haut de garde et qu'il n'y arrive pas parce que c'est pas ce qu'on attend de lui. Et que c'est pas Est-ce que son jeu, ouais. l'animation, c'est pas son jeu? Est-ce que l'animation doit changer? Est-ce que nous on doit changer quelque chose? Quel est le plan B quand ça fonctionne pas? Bah pour le moment on sait pas trop. Euh, donc j'attends toujours d'Edze forcément plus, mais j'attends de le trouver dans les meilleures dispositions et peut-être dans une animation qui va un peu mieux coller à ses qualités. Et c'est un peu le débat qu'on avait en début de saison quand Edze est arrivé, c'est qu'on sait intrinsèquement c'est un super super joueur, il a montré des super choses à Crystal Palace, ça y est pas de souci. Par contre dans un 4-3-3, bah tu le mets où? Mm. À gauche, ça fonctionne pas. Et dans un rôle de milieu de terrain, on va dire, où il est censé contrôler le tempo, etc., c'est pas son jeu. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Richard, on fait quoi? Ben, voilà, moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Et en fait, moi, Eze, plus ça va, je le vois pas en tant que milieu ou en tant que meneur de jeu, en fait. Je le vois en ailier. Je le vois pas. Je trouve qu'il a pas cet instinct de création qu'un milieu doit avoir. Donc, je suis un peu en énigme dessus. Il a énormément de talent. Je pense qu'il a une marge de progression qui est phénoménale. Mais je sais pas. Je j'ai pas le feeling. Quand il est à la place de Odegaard, je trouve qu'il n'a pas ce que Odegaard a. Il n'a pas la vision de jeu dans Odegaard ou l'étincelle de création. Donc, c'est compliqué de demander à quelqu'un de faire un style de jeu qu'il ne peut pas faire. Mais Mm. ça, c'est le problème d'Arteta. Moi, ce que j'en dis, c'est que pour moi, il n'a rien à faire au milieu. Et ça va se compliquer. Typiquement, tu vois, le match de la semaine prochaine contre Kairat Almaty, qui du coup va compter pour du beurre, Mm. euh, pour moi, c'est le moment ou jamais de tester autre chose. Est-ce qu'on pourrait pas Hmm. tester un 4-2-3-1, par exemple, C'est ce que Mm. j'allais dire, un cas de Avec trois. Eze en pur 10? Pas un Eze Voilà. qui va redescendre au milieu de terrain, contrôler le tempo, tu as deux mecs derrière lui qui sont là pour contrôler le jeu, contrôler le milieu de terrain, et tu laisses un Eze très très libre, proche de l'attaquant, Mais très euh, haut. un peu Mm. comme, euh, un peu comme on le En voyait faux à neuf. Crystal Palace. 9,5, ouais. Parce que, euh, parce que le souci qu'on va avoir, c'est que si le plan A fonctionne avec Odegaard, etc., titulaire, très bien. Mais si au bout d'un moment, tu dois trouver un plan B et que tu fais rentrer Eze, parce que le plan A ne marche pas, bah en fait, j'ai plutôt l'impression qu'on va essayer d'enfoncer un rond dans un carré. Et qu'on a beau appuyer de toutes nos forces, bah ça marchera pas parce que c'est pas ce que Eze ne sait pas faire en fait. C'est pas son profil. Donc je m'interroge en fait. Personnellement, ça me frustre un petit peu. Enfin, il y a des choses un peu qui me frustrent dans cette équipe, mais je pense que Eze est une des frustrations numéro une parce que c'est un joueur qui a énormément de talent, mais aujourd'hui, comment tu le fais entrer dans notre animation? C'est ça la grande question. Là, Et le pour le moment, problème, ouais. je vois pas de d'éclaircie entre guillemets. Alors ce soir, c'est pas catastrophique, hein, tout n'est Non, pas non. acheté. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais est-ce que c'est suffisant? C'est ce soir, je trouve que en fait, c'est la démonstration de ce qu'il est capable de faire. Alors tout à l'heure, Richard, tu disais juste à l'instant, tu parlais d'instinct. Tu disais, tu penses pas qu'il a l'instinct l'instinct du meneur. En fait, moi, je trouve que Eze, son seul point fort, c'est justement son instinct. Dans les gestes qu'il est capable de faire, il va être beaucoup plus rapide dans l'exécution que Oui, par mais exemple en Ødegaard. buteur. Oui, 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 Pas en- en buteur ou en Hmm. dernier passeur, tu vois. Mais Hmm. une chose est sûre, c'est que dans ce 4-3-3 comme on peut nous le prêter, c'est très compliqué. Et comme tu disais, Louis aussi, quand on fait des changements parce que ça ne va pas, comme dimanche dernier,
face à Nottingham Forest. Tu changes les hommes. Alors on dit ouais, on est passé en 4-4-2, mais finalement en fait tu remplaces des hommes et tu gardes le même système. Et c'est vrai que peut-être que le match de la semaine prochaine en Ligue des Champions est aussi l'occasion d'aller proposer autre chose, un autre système qui on peut pas attendre que tout fonctionne très bien tout de suite parce que Arteta ne bosse que un système, il n'a que le plan A, mais c'est vrai qu'il va falloir trouver de la place. Et Louis vous l'a dit, chers auditeurs, juste avant, c'est vrai que j'en ai pas parlé, l'officialisation du prêt d'Ethan Nwaneri à l'OM jusqu'à la fin de saison. Donc, ça nous fait quand même un créateur en moins. Alors, un créateur qui ne jouait plus, hein, faut-il se le dire, Mm. puisqu'il a, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était contre Portsmouth. Et encore, je crois qu'il a joué 1 heure avant d'être remplacé. Et que les 4, voire les 5 derniers matchs de championnat, il était même pas sur le banc, il était à la maison. Donc, on avait eu ce débat dans un space avec Louis et Corentin. Fallait-il prêter, pas prêter? Moi, je trouve que de le prêter, c'est une bonne chose. Alors après, est-ce que l'Olympique de Marseille est la bonne destination? J'en sais rien. Mais au moins, le gamin, il aura du temps de jeu, quoi. Euh, on avance. Alors, il y a eu des situations pour l'Inter, il y a eu des situations pour Arsenal également. On va pas toutes les passer en revue. Il y a une deuxième phase de changement côté Gunners à la 75e avec l'entrée de Gabriel Magalhaes pour Mosquera et l'entrée de Gyökeres pour Gabriel Jesus. Juste avant ça, le carton jaune de Merino qui aurait limite pu prendre un peu plus. Et par contre, hallucinant que Bastoni ne prenne que jaune là-dessus. Je trouve que il peut. Ouais. Tu vois des rouges pour beaucoup moins que ça. Oui, mais ça fait du bien justement de voir du jaune et pas du Ouais. rouge pour ça. Après Merino qui sera suspendu sur le prochain match, mais au moins ça annule ses jaunes C'est vraiment dommage. pour non mais voilà pour les phases finales au moins il repart à zéro. L'entrée de Gyökeres qui sera buteur un peu plus tard, vous l'aurez compris, moi m'interpelle parce que très honnêtement dans ce match de ce soir, je m'attendais à voir j'espérais voir Havertz titulaire jouer 1 heure et être remplacé par Gabriel Jesus. Quand j'ai vu que Gabriel Jesus était titulaire, je me suis dit, OK, à l'heure de jeu, c'est Kai Havertz qui va rentrer, on lui donne du temps de jeu et il sera titulaire dimanche face à United. Et là, clairement, je vois pas le moindre pourcentage de probabilité que Kai Havertz commence le match dimanche. Quoi. Il a même pas eu C'est 3 minutes. ma frustration numéro 2, Ouais, vraiment. c'est... Mais... La gestion du cas mais à chaque fois que je t'ai en podcast, à chaque fois je parle du cas parce que vraiment c'est une énigme. Encore une fois, je reprends l'historique du cas hein. Donc il est blessé, machin, une blessure obscure pour les matchs, il disparaît, on sait que c'est une grosse blessure, mais on sait pas vraiment, c'est au genou. Arteta, il dit en conférence de presse il y a quelques mois, on a eu de la chance, il est passé proche des croisés, mais grosse blessure. Ok, bon, il est annoncé proche d'un retour. Finalement, tu apprends qu'il y a une rechute. Il est de retour pour le match de Aston Villa, donc il y a maintenant quelques semaines, de retour sur le banc. Il disparaît pendant 3 semaines. Il Il s'échauffe. revient, Hein. il revient quand il disparaît. Il revient là pour le match de Portsmouth. Alors il joue 20 minutes. Bon, c'est bien pour un retour de blessure. Tu dis super. Ce week-end contre Forest, il joue pas. Ce soir, il joue pas. Pour un joueur qui est censé quand même, à qui on est censé redonner du rythme, j'ai un peu de mal à, oui, Mm. j'ai un peu de mal à saisir en fait. Et peut-être l'avenir nous le dira. Peut-être qu'un jour on le saura. Hein. Mais la nature de sa blessure, moi, m'interpelle. Je pense que c'était vraiment. On est peut-être passé proche de la catastrophe pour Havertz au niveau de sa blessure, parce que je compare ça avec le retour de Gabriel Jesus, moi. Mm. Gabriel Jesus, son corps l'a lâché depuis 10 ans, globalement. Enfin, je veux dire, il s'est fait les croisés, son genou, il a pété dans tous les sens un nombre incalculable de fois. Arteta prend plus de précautions et de pincettes avec Havertz qu'avec Jesus. Pour moi, c'est assez significatif de la nature de la blessure d'Havertz. Et comme tu dis, je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir titulaire pour le moment. Alors, Qui en avec un peu de soi chance, est fou. Alors après, comme tu dis, à part si vraiment la blessure, elle était vraiment très compliquée, mais quand tu vois l'entrée en jeu qu'il fait contre Portsmouth, avec tout le respect que j'ai pour Portsmouth, mais qui reste une équipe de championship, les facilités, les déplacements, les contrôles orientés, les mises en situation, tu te dis, en fait, voilà, il faut qu'on lui donne
pour arriver à maturité, il faut qu'on lui donne des temps de jeu progressifs, 20 minutes, puis une demi-heure, puis une mi-temps, puis 60 minutes. Et Oui. à la fin, tu vois, il donne ce qu'il a, et puis quand il est fatigué, il sort, quoi. Et là, il est sur le banc. Moi, je Mais crois qu'il fait... comme Arteta a fait avec comme Arteta a fait avec Jesus, hein. Oui, oui, Havertz, il est sur le banc ce soir, hein. Ouais, Mais mais comme il c'est... était sur le banc Mm. contre Forest. Moi, j'étais Et vraiment persuadé que le process pour Havertz, c'était ça, hein, vraiment. C'était de lui donner du temps de jeu et qu'il commence contre United. C'est parce que ça reste notre meilleur élément. Et même si Gabriel Jesus fait le doublé ce soir, euh, moi, je suis pas totalement emballé et Gyökeres, c'est pareil. Donc, il faut vite que Havertz revienne si on veut. Alors après, à moins qu'on le préserve vraiment, tu sais, pour les matchs cruciaux. Mais pour moi, Manchester United est déjà un match crucial. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, grosse frustration pour ma part. En tout cas, à vous, auditeurs, de nous dire en commentaire si pour vous, c'est également une frustration ou si vous comprenez la gestion du cas Kai Havertz. Du coup, dernier changement, 80e avec l'entrée de Martinelli pour Trossard. Et puis finalement, 84e, superbe but de Gyökeres, alors qu'il part d'une superbe ouverture de l'extérieur du pied de Martinelli. Gyökeres qui lui veut bien jouer avec Saka, lui la donne, mais il lui la donne tellement mal. Ou alors il lui la donne tellement bien que Saka il fait un geste technique magnifique avec une talonnade qui la remet sur Gyökeres, qui lève la tête. Par contre, le but Non, c'est le sur retour du défenseur. c'est le défenseur qui la touche ou c'est Saka? C'est Saka, hein. C'est pas les talons de Saka qui la Non, remettent en fait, c'est le à. défenseur quand il passe, il me semble. Ah, ok, bah, d'accord. Enfin, J'aurais dit que de c'était mon Je crois point que de vue, c'est le c'est le talon Saka. de Saka. défenseur qui la Pour moi, remet. Pour moi, c'était le talon de Saka. Mais en tout cas, la balle lui revient. Mais par contre, sur un des ralentis du but qui est pris de face, on voit que Gyökeres, avant la frappe, il lève la tête. Et franchement, sa frappe enroulée, elle est juste top. Ça lui donne de la confiance. En tout cas, on pourra jamais lui reprocher de pas se battre, d'abandonner. Franchement, bravo à lui parce qu'il fait preuve de persévérance. C'est assez cool Mais pour être noté. au-delà de son but, c'est son entrée aussi qui est belle. Ouais, Au global, les mecs, ils lui sautaient dessus quand même, quoi. bah, oui, mais je veux dire, il y a des matchs où les mecs lui sautaient dessus Et et il il résistait tombait, il pas dans le résistait duel, pas, hein, ouais, ouais. où il tombait et cetera. Là, il est resté sur ses jambes, je trouve qu'il a fait des remises, quand même qui étaient plutôt intéressantes. Alors je vais pas te dire que c'est alors il nous a Oui, habitués à pire, je vais c'est dire. toujours Il nous a pas habitués à Zidane. Oui, pire. oui, non, mais. Oui, c'est ça. Mais non, je trouve qu'il fait une très, très bonne rentrée et son but en fait, c'est ce qu'on attend de lui, hein. Vraiment, il part avec son style propre à lui, la balle lui revient, il se pose pas de questions, il tire et but. C'est Mm, vraiment ce qu'on attend de lui Mm. et techniquement, son but, il est plutôt bien réalisé en plus, comme tu le dis, la frappe enroulée, elle est placée comme il faut et surtout moi, ce qui m'a plu, c'est le langage corporel de lui et de toute l'équipe, juste après son but. Il y a une forme de délivrance quand même soulagement, sur le ouais. but, soulagement, délivrance. Tout le monde était content, surtout que sur les réseaux sociaux, ça s'enflammait un peu sur le match de Chelsea, on voyait des screens de possibles tensions entre Saka, Gyökeres, la ligne offensive, parce qu'il attendait les ballons, on lui donne pas, etc. Et là, on voit que tout le monde est content pour lui. Donc c'est très très bien. Il répond bien au match de Jesus. Jesus qui fait aussi un très bon match, il faut le dire, qui a été très très bon de haut jeu, dans la conservation, dans l'animation à la ligne offensive, a été dans les bonnes zones, techniquement il était très propre. Peut-être que c'est un schéma qu'on va voir jusqu'à la fin de saison avec un Jesus titulaire et un Gyökeres qui rentre au fur et à mesure du match, en attendant un possible retour d'Havertz, mais comme on l'a dit, bah, pour l'instant c'est un point d'interrogation. Donc peut-être que Mm. ce schéma, Gabriel Jesus titulaire et Gyökeres qui sort du banc un peu avec son profil de bulldozer pour tuer les défenses adverses, peut-être que c'est quelque chose, une idée à exploiter sur cette fin de saison. Ouais. Richard, ce but, parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on t'a pas entendu sur les débriefs, donc du coup, ton avis sur Bah, fallait pas. Fallait pas. Fallait pas. Parce qu'il y avait des oiseaux qui partaient. Ton avis Non. sur Gyökeres de façon générale et sur ce but. Ah, de façon générale, je trouve qu'il a énormément de mal à se mettre dans l'équipe et à se mettre à la première ligue. Pour rappel, j'étais une des personnes qui voulait pas qu'il vienne chez nous. Moi, Mm. je le revendique haut et fort. Je n'ai jamais voulu de ce joueur. C'est pas moi qui fais le.
comment dire, le recrutement, enfin bref. Mais juste pour ce match-là, quand j'ai vu Gabriel avait mis les deux buts, j'ai fait un truc, faut pas faire ça chez vous si vous nous entendez, les jeux d'argent, faut pas en faire, c'est pas bien. Quand Gabriel Jesus a mis les deux buts, j'ai mis Gyökeres qui rentre et qui met un but. Je savais qu'il allait rentrer et mettre un but. Parce que c'était son ego qu'on avait pris un coup. Ah, t'as gagné de Et, l'argent alors? oui, Oui. mais très content, très, très content pour lui parce que je pense qu'il a besoin de la confiance. Je pense qu'il peut-être qu'il s'attendait pas à que le niveau soit aussi fort en Angleterre. Hmm. Parce que, il avait dit oui, la Ligue des Champions, il a mis des buts, mais c'est pas, enfin, la Ligue des Champions, c'est pas la première ligue. Non. Donc je pense qu'il a énormément de mal à se mettre dans notre style de jeu. Et il a un physique aussi, je pense, qui est peut-être difficile à manier sur des défenses qu'on peut avoir en première ligue. Mais tout le mal que j'y souhaite, c'est de mettre une vingtaine de buts, une trentaine de buts la saison prochaine. Une chose est sûre, c'est que sur la fin de match, Saka avait à nouveau l'occasion de lui en mettre une. Et Saka Oui, privilégiait c'est la Saka. frappe. C'est Saka. Ça, il va falloir qu'on règle aussi. Non, il va falloir qu'à un moment donné, ce problème-là se règle parce que, encore une fois, je veux dire, si Saka ne met pas les ballons, ça devient compliqué. Et si tu le mets en deuxième ballon quand toute la défense revient, alors après, un attaquant doit être égoïste, doit aussi prendre sa chance. Mais je pense qu'il y a un moment donné où tu te dois. Bah, si on veut aller loin, il va falloir qu'on fasse les bons choix au bon moment, quoi. Voilà, c'est juste ça. Et Ouais. peut-être que les bons choix, c'est aussi de servir Gyökeres quand il est en position dangereuse. Et en plus, les buts qu'il met, tu le vois, ça frappe. Tu sais qu'il sait frapper. Ouais, ouais. Ah bah on l'a bien vu, et c'est frappé Il a ce fort. talent. Oui, D'ailleurs, il a ce talent, fais en fait. gaffe, Il sait frapper. je pense que sa frappe, elle est pas loin de ta Normandie. Elle devrait pas tarder à arriver. Oui, mais en fait, La il dernière sait. frappe, Non, elle mais est c'est ça le magnifique. truc. Oui, oui, bah, bien sûr qu'il sait. Bah, Ce qui m'énerve, c'est qu'il sait frapper, mais on l'utilise pas comme on devrait l'utiliser, tu vois. Et ouais. dans ses courses, il a énormément de mal aussi. Ah bah, Contrairement à le jeune attaquant qui est rentré là, de l'Inter de Milan, là, Espresso ou je sais pas, Espenso, je sais pas comment il s'appelle, il a fait une entrée. Esposito. Esposito, ouais. Esposito, il a fait une entrée violent, hein. Ah oui, Ah, alors très 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 les fort, hein. attaquants de l'Inter, visiblement sur le CV, il faut faire 1m95 minimum, hein. Si tu fais moins d'1m95, c'est impossible d'être attaquant à l'Inter, hein. Attends, tiens, j'ai le replay devant moi du but de Guillaume Carès. Le Ah oui, but, c'est Saka qui l'a mis. ah ouais, donc on l'a bien vu. C'est peut-être au moment où tu t'es dit où t'as vu les euros et les dollars défiler quand t'as vu qu'il allait frapper. On s'en fout qu'il lui donne le ballon. Mais parce que je pose même la question Non, si au niveau des stats, c'est Saka. on donne la passe D à Saka ou pas, ou si la passe D va lui Oui, être bah je donnée. pense. Ah ouais, Oui, je pense. alors que c'est complètement involontaire. Mais enfin bref, c'est là où tu vois que les stats, enfin bref. On va pas refaire. En tout cas, victoire d'Arsenal 3-1, très belle victoire. Arsenal conforte sa place de leader au classement et vraiment, à moins d'un concours de circonstances extraordinaire, puisque maintenant seul le Bayern Munich peut venir nous prendre cette première place, mais qui sera, on s'en fout, il fallait être dans les deux premiers pour avoir les avantages de la réception chez les huitièmes, les quarts, etc. Mm. C'est chose faite. On va pouvoir maintenant, je vais pas dire s'amuser, mais faire tourner face à Kairat lors du dernier des matchs On à est content. domicile. Voilà. Ouais, non, franchement, c'est cool. Alors après, attention à pas faire une Liverpool comme certains disaient, mais mais voilà. Rapidement, une petite parenthèse sur les résultats des autres équipes, même si on s'en fout un petit peu. Paris qui perd face au Sporting Portugal. En fait, il n'y a aucune équipe à part nous qui se qualifie d'office. Alors, en attendant peut-être le Bayern Munich qui joue demain. Par contre, demain, si l'Atlético Madrid et Liverpool gagnent, ils vont mettre une sacrée pression sur notamment City qui a perdu 3-1, je crois, en début de soirée. Oui, La, à la, Bodo. Richard, je suis désolé puisque tu seras de podcast la semaine prochaine et que tu ne pourras donc pas regarder le multiplex, mais je pense que le multiplex va Ouais. être assez intéressant pour les 8 premières places qui seront directement qualificatives pour la suite de la compétition. Messieurs, on en vient un petit peu au traditionnel flop et top. On va commencer toujours par les flops et puis on a hâte d'entendre tes flops, Richard. L'honneur est à toi. Oh, il y en a. Euh, moi, mes flops,
Et je vais mettre MLS parce que cette saison, j'arrive pas du tout avec ce joueur. Euh, je vais mettre Merino. J'ai pas aimé son match. Mm. Et je vais mettre euh, la première mi-temps de Saliba. Ok. Je l'ai pas aimé, je l'ai trouvé beaucoup trop haut et on s'est fait beaucoup avoir en contre-attaque à cause de ça. Je pense qu'il était en marquage individuel sur Lautaro Martinez et sur plusieurs balles, il était en retard sur la défense. Voilà. Ok, je note. C'est rare que je mette Saliba en flop. Je crois que c'est la première fois Wow, tu depuis qu'il est sais, chez nous. Richard, on a avec nous le mec qui a mis zéro à Declan Oui, qui a mis Rice. 0 à Un Rice. Tout, spécialiste, le spécialiste. tout est permis Le- ici, tu sais. Et j'ai Ah, même mais voilà. mis, la dernière fois, j'ai même mis Rice en flop. Franchement, je suis le spécialiste des flops. Ouais, t'es un anti-Rice en fait. T'es un Ouais, hater de exactement, je Rice. suis le seul. Le seul, le seul. Louis, tes flops. Flop, je vais mettre, comme Richard, je vais mettre Merino, Mm. parce qu'on s'est attardé sur le match d'Edze, mais je trouve qu'il n'a pas du tout été aidé par son milieu de terrain ce soir. Il était Euh, fantomatique. globalement, on voit quand même quand Odegaard nous manque. Alors, ok, Eze a des qualités qu'Odegaard n'a pas et inversement, comme on l'a dit dans le podcast. Mais globalement, on voit dans le contrôle et la maîtrise du jeu au milieu de terrain, sur les transitions offensives et défensives, bah, quand Odegaard n'est pas là, bah, en fait, tu le vois, tu le ressens. Aujourd'hui, Merino n'a pas réussi à gommer ça, alors que c'était quand même un des joueurs d'expérience de l'effectif. Et du coup, ça a impacté, je pense, le jeu et de Zubimendi et d'Edze. Beaucoup de fautes techniques, ça lui ressemble pas. Beaucoup de passes ratées, de contrôles ratés, en plus des contrôles et des passes qui nous mettent en danger directement, puisque ça amène des transitions d'Inter de Milan. Donc voilà, à juste titre, on s'est arrêté sur le match d'Edze parce qu'on attendait beaucoup de lui, Mhm. mais je trouve qu'à titre personnel, je trouve que le match de Merino était beaucoup plus décevant que le match d'Edze. J'attendais beaucoup plus de lui et je pense c'est un excellent joueur de football, Merino, donc son match est un peu frustrant et un peu décevant. Deuxième flop, on l'a dit aussi, mais c'est la non-utilisation d'Havertz. Je trouve ça dommageable parce que ça recule encore un peu son retour dans le 11 de départ qu'on attend tous. Pas de 2 minutes ce week-end contre Forest, pas de 2 minutes ce soir en Champions League. Bon, contre United, peut-être qu'il y en aura, mais pour moi, le contexte n'est pas le bon. Il faut espérer qu'on le voit la semaine prochaine contre le Kairat Almaty. J'espère qu'on le verra. Et après, troisième flop, honnêtement, j'en ai pas vraiment. Donc, je vais rester sur mes deux flops parce que sinon, à part ça, alors oui, MLS a été en difficulté en première période. Je trouve que c'est un joueur qui souffre beaucoup de sa lenteur. Mm. Vraiment, je trouve que c'est un aspect de son jeu qui ressort de plus en plus. Peut-être qu'il arrivait la saison dernière à gommer cet aspect lenteur par son positionnement et son impact physique, mais on voit que cette saison, il est beaucoup plus en difficulté dans l'impact physique et vraiment, pour un latéral, sa lenteur est très handicapante. Mais il a fait une seconde période qui était quand même beaucoup plus correcte, donc je ne vais pas le mettre en flop. Enfin, en flop global, je vais mettre, allez, si quand même, que sa première période, mais il n'a pas fait un mauvais match, entre guillemets. Ouais. Alors, dans le désordre, Lewis Kelly, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, Louis. C'est-à-dire qu'il y a déjà du mieux par rapport au dernier match qu'il nous a montré. Et je pense que il y a un manque de confiance, il y a un manque de rythme, il y a un manque d'automatisme. Et donc, du coup, c'est très difficile de refaire ce qu'il avait fait la saison dernière quand il était rentré comme ça, que personne ne le connaissait et qu'il a multiplié et enchaîné les très, très bonnes performances. Donc, légèrement en difficulté, notamment sur sa vitesse. Donc c'est un flop et c'est un flop à presque d'encouragement, tu vois. Et voilà, et je trouvais qu'entre la première et la deuxième, il y avait déjà du mieux. Après, je vais mettre les deux milieux, je vais mettre Eze parce que on attend plus, toujours plus, parce que je suis persuadé moi qu'on est capable de faire du Arsenal sans Ødegaard, vraiment, pas tout le temps. Mais sur des matchs comme ça, Ligue des Champions, où tu as beaucoup plus d'espace, euh,
voilà, un joueur instinctif qui est capable sur un contrôle passe de déclencher quelque chose. Alors après, pour déclencher, il faut aussi qu'il y ait des appels. Je l'entends bien. Trossard n'est pas le plus rapide sur le côté non plus. Euh, Saka, tu peux pas le trouver à tous les coups. Mais voilà. Et le troisième, et ça sera peut-être le plus dur, parce que Eze, voilà, c'est dommage, t'as pas saisi ta chance encore une fois. Mais Merino, je suis d'accord avec vous. En fait, il est de nouveau dans un poste où en fait on le trouve pas bon. C'est-à-dire que Merino, il est bon quand il joue en 9 et quand il dépanne, et il est bon quand il joue en 6 et qu'il dépanne. Mais dès l'instant où il est entre ces deux lignes-là, donc la ligne de 6 ou la ligne de 9, et ben en fait, moi je le trouve quelconque ce joueur. Je le trouve quelconque, je le trouve maladroit. Lui qui est un excellent joueur de tête dans la surface de réparation, je trouve qu'il se fait bouffer sur les duels. Donc voilà. Mais après, franchement, il n'y a pas eu de très grosse contre-performance ce soir, voilà. Et j'aurais pu Oui, il n'y a mettre, pas eu de sortie de route. voilà. Et peut-être que moi, mon plus gros flop, indépendamment du fait que Havertz n'est pas rentré, c'est les commentateurs Canal, parce que quand à la deuxième minute, le mec il annonce du Ben White, c'est Sur catastrophique. Et Timber. quand à la, c'est Timber, et quand à la 15e, il annonce du Saliba, alors que c'est du Merino, ou inversement, il dit que c'est Merino alors que c'est Saliba, je sais pas si c'était Non, en le cabine ou pire, pas, mais c'était catastrophique, le vraiment. pire, c'était Luis Enrique, ancien joueur de l'OM. Luis Enrique, ancien joueur de l'OM. Luis Enrique, ancien Marseillais. Ah putain, mais ferme-la, quoi. Corner numéro 2. Corner Corner, numéro ouais. 3. Il a Oh putain. numéroté tous les corners, vraiment, Ah c'était ouais, il a fait ignoble. les petits Et bâtons là. franchement, Canal, Canal. Franchement, mettez-moi en commentateur. Je paye même mon billet d'avion si vous voulez, hein. Mais laissez-moi commenter les matchs d'Arsenal. Je paye mon abonnement. Je continue de payer. Ou mettez-nous Najim. Franchement, au moins lui il connaît les joueurs. Oui, vous mettez la Chine. Mais quelle Euh, catastrophe. ouais. Après, comme dit, il n'y a pas eu vraiment de joueurs catastrophiques. Voilà. Oui, carrément. C'est Non, vraiment, attends, Merino, ça va. ouais, c'est vraiment mettre des flops pour mettre des flops quoi. Et maintenant les tops. Alors. On voit que Louis il fait soit caca soit il réfléchit. Donc Richard, je te laisse. Réfléchis. J'espère bien, t'es dans ton En salon. top, Ouais, les tops. euh, alors, enfin, podcast avec moi, évidemment, le top, il y a Calafiori déjà, même s'il n'était pas là, Mais t'es pas là. faut, je Mais ok. rappelle qu'il est en top quand même. Ouais. Il faut qu'il se rappelle que tu es là et que tu es ton Non, supporter, non, son fan numéro un. non, top, bah, Jesus, voilà, faut dire, avec son doublé, Jesus mérite un top. Mosquera, je le mettrai aussi en top. Et, et, bah, je vais mettre Guillaume Carrez, tiens. Voilà, je suis gentil avec lui. Il m'a fait gagner de l'argent. Tu m'as fait gagner de l'argent. Louis, pour toi, les tops de ce soir. Les tops, moi, je vais mettre la ligne offensive au global, le trio Trossard, Jesus, Saka, parce que je trouve que offensivement, dans le contenu, ce soir, on a été très bon, que ce soit en première ou en seconde période. Pour un match de Ligue des Champions à l'extérieur, en termes de contenu, je vous ai trouvé très très intéressant. Saka, je trouve, a fait un très bon match. Trossard a fait un très bon match. Rezou, ça fait un très bon match. Alors, c'est pas encore parfait, oui, c'est sûr. Par exemple, Saka a une grosse occasion. Bon, bah, désolé, il doit la mettre. Quand il est sur son pied gauche à 5 mètres du but, je comprends pas comment elle termine pas au fond, mais bon, ça c'est comme ça. Mais globalement, dans le contenu, je trouve que notre ligne offensive a livré une très bonne copie. Je suis d'accord Me aussi dis pour le pas, top. Oui. me dis pas, en top numéro 2 je mets la ligne du milieu, et en Oui, top c'est ce que numéro je 3 voulais je mets lui la ligne dire. de défense. Non. Il peut pas mettre le Et non. milieu. Non, Il non. peut pas mettre le milieu parce qu'il y a déjà des flops. Mais il peut mettre la défense et C'est Raya. vrai. Alors, attends, laissons-nous surprendre. Non, non, non. Mon deuxième top, c'est Mosquera aussi. Pour un joueur qui revenait de blessure, j'avais un peu peur le voyant dans le 11 de départ directement. Je me suis dit, ah oui, quand même, il y a pas de reprise en douceur ou step by step. Là, c'est directement relancé dans le grand bain et il a fait un excellent match. En plus, face à des clients, que ce soit Lautaro Martinez ou Marcus Thuram ou le petit Esposito, le petit entre guillemets, c'est quand même des joueurs, on voit qui, 99. des mecs qui font tous 2 mètres et qui font 80 kilos. Donc, dos au jeu, c'était très compliqué. Il a bien répondu
au défi physique. Il a aussi fait preuve d'un excellent retour en première période sur un contre qu'on se prend. Donc vraiment super match de Mosquera. Après, troisième top, je sais pas trop. Donc je vais dire l'entrée de Gyökeres aussi, également. Il faut le dire, il a fait une très bonne entrée, très cohérente, et j'espère qu'on verra plus de Gyökeres dans ce style-là dans les semaines à venir. Ouais. Alors pour ma part, ça va être un mix, puisque vraiment, moi, mon premier top, là où je suis le plus agréablement surpris, c'est l'état d'esprit collectif, on va dire, d'une équipe retravaillée, remixée dans un match sans enjeu. Après, on peut le dire. Bah, avec le match de Kerat en huitième journée, tu joues le dernier, tu avais déjà toutes tes cartes en main pour te qualifier dans les deux premiers. Et je trouve que Mm. l'engagement qu'on y a mis et le fait que aussi on a gagné là-bas, c'est jamais évident. C'est plus forcément l'équipe autant. Bah moi, elle m'a beaucoup moins impressionné que l'année dernière, par exemple, Richard, tu vois, dans sa dans sa Oui, tout à maîtrise. fait. Mais j'ai trouvé que ouais, l'état d'esprit, franchement, même si tout n'était pas parfait, mais l'état d'esprit collectif, ça est à saluer. Mosquera, je suis d'accord avec vous, belle performance. Voilà, en plus c'était son retour, mais je crois que avec lui, on va pas être trop déçu lorsqu'il sera amené à jouer. Et puis en troisième, pas forcément l'animation offensive, mais le fait qu'on remarque des buts, ce qui est quand même en soi assez plaisant quand tu regardes Arsenal, parce que les derniers 0-0, là, indigestes de Liverpool et de Nottingham Forest, franchement, moi, ça m'insupporte. Et, euh, et voilà. Et maintenant, on a tous les yeux euh, vers le match de Manchester United, qui a fait un très gros match contre City, franchement. Moi, c'est un match qui me fait toujours flipper, vous le savez maintenant. Petite anecdote, c'est un match que je ne verrai pas. Alors, vous savez pourquoi? Parce que je serai avec Mechad à Saint-Symphorien pour aller voir Metz-Lyon. Oh la chance! Oh, Un, super, voilà. un, Oh là là. un, tu vois, et en plus Autant de me ça, couper les couilles, hein. non, en plus de ça, on y va parce que Méchad aime beaucoup Lyon, alors que moi, Metz, Oui, oui. j'aime Metz, mais voilà, il vient de changer d'entraîneur. C'est l'équipe qui est capable de dégager son entraîneur pour prendre l'entraîneur qui s'est fait virer par Bastia, qui est dernier en Ligue 2, enfin bref, n'importe quoi. Et donc, du coup, c'est un match que je vais suivre sur mon téléphone discrètement. Mais moi, c'est un match dont j'ai vraiment, vraiment, vraiment peur. Et j'espère qu'on va montrer un autre visage parce que on va pas faire un. On peut faire une petite parenthèse championnat parce que du coup, le fait de t'avoir Richard, ça permet aussi de discuter un petit peu avec toi et nos auditeurs. J'en ai parlé un petit peu cet après-midi sur Discord. Je sais pas si tu l'as vu passer Richard ou pas, mais je disais que City depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, en championnat, c'était 3 matchs nuls, une défaite, et que Mhm. avec les résultats là, on n'a que 7 points d'avance sur City. Alors, j'entends tous ceux qui disent, ouais, mais on a 7 points. Le week-end dernier, on fait un match de merde, mais finalement, on prend encore un point sur Aston Villa et sur City. Tout ça, j'entends. Mais est-ce qu'à un moment donné, on a le droit d'être exigeant dans notre équipe, sachant que ce championnat-là, si tu... Parce que les matchs nuls qu'on fait, on les fait parce qu'on est nul à chier. Faut dire les choses comme elles sont. Si tu fais un Ah championnat oui. comme tu devrais le faire, tu dois être, en fait, honnêtement, on doit être déjà champion, pas mathématiquement, mais on doit avoir fait un tel écart que on a dégoûté tout le monde. On doit avoir 12 points d'avance. Non, Et mais là, et c'est là, du coup, surtout on que se les retrouve avec discours 7 de points joueurs. d'avance. Ouais, on se retrouve avec 7 points d'avance. Youpi Youpio. Mais moi, j'ai le traumatisme 2022-2023, quoi. Franchement, c'est Non, parce mais que le jour où moi, ce qui City va m'agace, lancer la honnêtement, série, moi, ça me fait flipper, quoi. Alors oui, il vaut mieux les moi, avoir ce en qui avance qu'en m'agace, c'est le retard, discours des mais joueurs. Le discours des joueurs, et quand tu les vois sur le terrain, c'est ça qui m'agace. Quand on me dit, ouais, non, mais nous, cette année, on veut tout gagner, la Ligue des Champions, le championnat, là, tu as pris, machin. Et sur le terrain, bah, des fois, ils font pas ce qu'il faut. Et ça, je trouve que c'est plus énervant qu'autre chose. Parce que oui, le match contre Forest, honnêtement, c'était une catastrophe. Encore contre Liverpool, bah, tu te dis, voilà, en face, c'est un peu plus costaud. Au match aller, on s'est fait avoir sur un coup franc. Non, mais travaille-toi du match aller quand même. oui, bah Match aller, on le domine à foison et puis on se fait avoir sur un coup franc. ouais, on Donc je domine, pense on qu'il y a eu ça domine, on aussi. domine. On propose pas grand-chose non plus. On a le ballon, mais on propose rien offensivement à l'aller, hein. On manquait quand même vachement d'ambition, Ouais, quoi.
Bah, moi, je Moi, trouvais je les ai que, trouvés quand même que- dedans. Après, c'est plus ce côté-là, moi, qui m'énerve, le côté de la manque de finition qu'on a chez nous. Enfin, le manque de finition qu'on peut avoir chez nous. Et des fois, le manque d'envie. Tu vois, typiquement, ce soir, tu prends les 10 premières minutes, tu comprends pas comment on n'a pas pu être comme ça pendant le match de Forest. Hmm. À avoir de l'envie, à vouloir combiner, à vouloir chercher la petite faille. On n'a rien fait de tout ça. Mais Donc juste après, avoir envie, juste ça. À la fin ouais, du match après, est-ce que de. le match nul, ça les a arrangés? Je peux pas te dire, tu Mais vois. ça les a arrangés que Tu oui, perds pas, tu tu joues gagnes un après. point. Ouais. Tu sais, Tu c'est joues. Arteta, hein. À force de vouloir tout contrôler, des fois, c'est le désordre. Donc, Je sais pas, moi, c'est le réel c'est. problème qu'on a en championnat. Moi, j'aimerais Maintenant, que ça va qu'on ait sans faute. tous que tous les joueurs aient la réaction de Rice à la fin du match, tu vois. Ah ouais, totalement, totalement. Et Ah, voilà. je suis totalement d'accord. Et moi, ça me gonfle quand je lis que ouais, mais la fanbase d'Arsenal, certains, c'est des haters, ils sont jamais contents. On est premier, on a 7 points d'avance. D'un week-end, un match de merde, finalement, tu prends un point sur tes concurrents directs, etc. Mais mais franchement, est-ce qu'on a le droit à un moment donné d'être ambitieux et d'être exigeant? Est-ce qu'on a le droit de dire que si effectivement on veut tout gagner, comme Paris l'a fait l'année dernière où il gagne 5 ou 6 trophées, je crois, sur la saison, est-ce qu'on a le droit de dire qu'à un moment donné, sans l'exigence de leur coach et de la prise de conscience des joueurs, est-ce qu'on a le droit de leur dire, de dire que Paris ne fait pas les 5 ou 6 titres? Est-ce qu'on a le droit de dire que si on veut vraiment tout gagner, il va falloir encore mettre un niveau d'intensité et d'exigence encore beaucoup plus élevé que ce que l'on propose dans les Mm. matchs. Et il va falloir avoir de l'ambition. Et moi, je trouve que de ne pas avoir le droit de dire ça, ou de ne pas avoir le droit de dire que Saka est dégueulasse ou que Ødegaard est dégueulasse parce que Ødegaard est censé être un très bon joueur et que c'est notre capitaine et que Saka c'est notre starboy qui a prolongé jusqu'en 2031 et que donc du coup il est intouchable et qu'on est trop exigeant avec lui parce qu'il est trop jeune, etc. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou. Vraiment, ça Ouais, me mais rend fou. après, ça, je pense aussi, c'est une génération qui est comme ça. C'est la génération des jeunes qui s'assaut. Mais en vrai, Raoul, tout le monde est exigeant, tu as le droit d'être exigeant, c'est normal. Je sais, moi le premier, de la frustration de pas, sur le faux pas de City, de ne pas prendre un peu plus le large. Mais en vrai, là, quand tu vois un peu la facilité, entre guillemets, qu'on a eue ce soir contre l'Inter de Milan, qui est finaliste de la Ligue des Champions et qui est quand même un des cadors de Serie A. En vrai, la conclusion, c'est quoi? C'est que le championnat de Première Ligue est un championnat qui est hardcore. Hmm. Ce Mm. soir, on fait tourner, on est au-dessus de l'Inter de Milan, finaliste de Ligue des Champions, et qui est un cadre de Serie A. Et oui, on se casse les dents contre Forest, parce que un match à l'extérieur de Première Ligue contre le 17e, eh ben, en fait, c'est un match qui est hardcore. En Mais fait, c'est ça, ça la j'entends. conclusion. Mais ça, j'entends. Le mec qui regarde ce soir le match et qui ensuite va regarder par exemple le match de Forest, il va te dire ah ouais mais Arsenal ils sont nuls et tout. Non, c'est juste que le niveau de la première ligue est hardcore. Alors, oui. Moi aussi Et, j'aimerais bien qu'on gagne tout Ouais, mais jusqu'à la Louis, fin de saison. si Je tu suis le vas sur premier, ce hein, je suis le premier. sujet-là, je suis le premier à le dire dans tous les épisodes et tu en fais quand même pas mal avec moi ou tu les écoutes les autres. Je suis quand même à dire qu'il n'y Mhm. a aucun match facile en première ligue. Et moi, j'ai aucun problème. Si tu te fais bouger par le 18e, le 19e, parce qu'à un moment donné, on arrive dans la deuxième partie de saison et qu'ils ont aussi besoin de prendre des points et que donc ils vont jouer avec d'autres arguments que les tiens, à savoir le physique, la volonté, tu vois, j'ai pas de problème, mais qu'on propose autre chose. Nottingham Forest, on ne propose rien. Les changements qu'il fait n'apportent rien. C'est-à-dire que tu avais une apathie complète des joueurs sur le terrain des 11 titulaires, plus des remplaçants. On n'a rien proposé. Euh, les Invincibles, ils font des matchs nuls contre Bolton, ils font des matchs nuls éclatés. Il y a des fois où ils sont passés à côté, je discute pas. Et que la première ligue soit compliquée, je le revendique moi le premier. Mais moi, mais j'aimerais quand même qu'on propose autre chose dans les têtes et dans la proposition de jeu. Le Nottingham Forest, le match, il est indigeste. Il est indigeste. Il est infâme. À regarder, il est Oui, mais dégueulasse. oui, Franchement, il est je suis dégueulasse. d'accord. Et Je suis d'accord. Nottingham Forest s'est battu avec ses arguments. Ils ont mis beaucoup de pressing, ils ont mis beaucoup de pression, ils ont mis beaucoup de physique, beaucoup d'intensité. Mais nous, on a rien proposé. Vraiment, on n'a rien proposé. Moi, c'est ça qui m'énerve un petit peu. Parce que
à un moment donné, je crois que je sais plus lequel des deux dit, je crois que c'est Chirou qui dit pendant le match, on a actuellement la meilleure équipe d'Europe. Très honnêtement, je le pense que quand on est à notre niveau, il n'y a personne qui nous bouge, mais vraiment. Mais pourquoi on est capable de livrer des prestations avec une équipe remaniée face à cette équipe de l'Inter qui est peut-être moins impressionnante que l'année dernière, mais quoi qu'il en soit, qui est une bonne équipe européenne, et pourquoi on n'arrive pas avec un soi-disant 11 titulaire où 9 joueurs sur 11 sont titulaires logiquement, à proposer juste d'avoir de l'envie. C'est juste ça. Je pense que si tu perds un match et que tu as tout donné, tu t'en fous. Vraiment, tu t'en fous. Alors après, on me dira, alors le seul avantage du point qu'on prend ce week-end, très honnêtement, parce qu'il y en a un, c'est on s'offre un deuxième vrai joker. Parce que quand on n'avait que 6 points d'avance, on avait une différence de but qui était borderline avec City. Donc tu te dis, tu peux perdre un match. Si tu en perds un deuxième et que Chelsea continue à gagner, à la différence de but, ils peuvent te passer devant. Là, le 7e point d'avance, tu peux te dire que tu as droit à 2 jokers par rapport à City. Donc ça, c'est le vrai point positif. Mais s'il vous plaît, proposons autre chose. Vraiment. Vraiment. Mais je pense que les joueurs, ils le savent qu'ils sont passés à côté de Forest, ils le savent qu'ils sont passés à côté de Liverpool. Mais après, c'est normal, une saison, c'est fait aussi de hauts et des bas, hein. Quand tu Oui, oui, regardes non, bien sûr, la oui. saison de City, la saison de Liverpool, la saison d'Aston Villa, la saison de Chelsea, on peut pas s'attendre à ce que une saison, ça soit linéaire en termes de niveau. Après, je pense que là, le plus important, c'est de redémarrer une série contre United. C'est ce que tu disais cet après, moi. Il faut qu'on redémarre une série contre United, qu'on soit de nouveau dominant dans le jeu. Et après, bah ouais, on verra. Pour moi, le prochain temps de passage, ce sera au 1er mars. On verra où on est au 1er mars. Mm. Après, je dis pas qu'on va pas être champion. Je suis encore persuadé, comme je le disais en début de saison, on va le faire. Mais je trouve juste que, en fait, tu as presque l'impression qu'on veut garder une sorte de suspense. Je sais pas ce qu'on cherche à faire. Mais moi, des matchs comme ça, comme Nottingham, j'ai pas envie d'en regarder tous les week-ends. Vraiment pas, hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas, quoi. Parce que avec l'exigence et Non, la personne, qualité de t'inquiète, jeu, personne ne va regarder. bah, si, franchement, il y a une génération qui te dit, je m'en fous, on prend encore un point, tant mieux. Et non, parce que, encore une fois, et c'est le débat qu'on avait eu, à un moment donné, à vouloir être exigeant dans la qualité de jeu, à un moment donné, tout s'imbrique et tout est lié pour moi. Donc, enfin bref. Ça, c'était donc pour la partie coup de gueule. Je suis désolé, c'était pas prévu, mais voilà. Donc du coup, Manchester United, je vous le disais, je ne le verrai pas. Moi, ce match me fait peur, je vous l'ai dit. Euh, Si vous deviez annuler, aligner, pardon, un 11, sachant que je pense que Calafiori, Richard ne sera toujours pas de retour. Donc tu n'as pas le droit de le mettre, mais vous partez sur quoi? Parce que sur le côté gauche, finalement, il y a une vraie interrogation. Alors, ok, Mosquera est de retour, mais est-ce qu'on va revoir White à droite et Timber à gauche? Sachant que Timber à gauche, c'est pas. Alors, c'est C'est pas meilleur que Timber à Lewis droite. Kelly, mais c'est pas Timber à droite, voilà. En gros, vous faites quoi Bah, comme après, vous attendez quoi? On remet, honnêtement, on moi, remet Ødegaard, on remet Ødegaard et vous mettez qui en neuf? bah oui. Alors, je pense, enfin après, on verra ce qu'Arteta va faire, mais bah, Raya, bon, il sera sur place, évidemment. Bien évidemment. Je pense que ça va être White, Gabriel, Saliba, Timber. Au milieu, tu peux peut-être avoir une surprise, mais il y a de fortes chances que ce soit Zubimendi, Rice, Odegaard. Mais on peut peut-être avoir une surprise avec je sais pas, peut-être qu'il va mettre Merino, on sait jamais. Moi, je sais jamais avec À la place Arteta. de qui, du coup? À la place de, je sais pas, à la place de, je sais pas, moi, il me fait peur, là. Il me fait peur, Arteta, dans ces trucs-là. Et l'attaque, ça va être Saka. Je pense qu'il va mettre Saka, Gyökeres et Martinelli. Moi, c'est ce que je vois. Après, je t'ai dit, on sait jamais. Arteta, il est chelou. Peut-être qu'il va faire des boules magiques, on sait pas. Ouais, Louis, tu vois quoi? T'imagines quoi? Moi, j'imagine bien MLS rester dans son 11 de départ, puisque, on l'a dit, Timber à gauche, ça ne fonctionne pas. Timber doit rester à droite. C'est une des plus grandes certitudes défensives de la saison, c'est Timber à droite. Donc pour moi, il doit rester à droite. Je mets MLS un peu par défaut, puisque à l'heure où on fait le podcast, ni Calafiori ni Hincapié sont de retour. Et Donc, dans l'axe, du coup, bah, je mets Gabriel Saliba. je te coupe juste 30 secondes sur la phase, sur la ligne défensive. Ça veut dire que tu prends le risque d'avoir un duel Mbeumo MLS tout le match, quoi. Oui, Ok. je prends le risque. Ouais.
Au milieu de terrain, je mets le milieu de terrain classique. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Odegaard, Zubimendi, Zubimendi, Rice. Rice. Et en attaque, moi personnellement, je reconduis Jesus dans la droite lignée de son match ce soir. Je pense qu'il est capable de faire mal entre les lignes à cette équipe de Manchester United. À droite, Saka, et à gauche, je laisse Trossard, qui est une des plus grandes certitudes offensives également de la saison, depuis le début de saison. Je vois pas Martinelli titulaire contre Manchester United dans un match aussi important. Je pense vraiment que. Et je comprendrais pas que Martinelli soit titulaire à la place de Trossard sur ce match-là. Donc j'attends Trossard et plutôt un Martinelli dans un rôle de dynamiteur super sub. Ouais, et Trossard qui a appris à défendre maintenant. C'est surtout ça. C'est surtout ça qui fait Oui, que maintenant il peut être titulaire sur ce genre de match-là. Parce que sinon, il aurait mis Martinelli sur le côté. Rien que parce que il veut être dans le contrôle et rien que pour le côté défensif, il aurait mis Martinelli. Je suis plutôt d'accord. Après, sur le poste de neuf, ouais. À voir. En tout cas, ça va être un match où je sais pas. Est-ce que vous attendez un match? On les joue chez nous, hein. On se rappelle du premier match de championnat où on a énormément souffert et qu'on a gagné 1-0 par un petit facteur chance. Mais est-ce que vous imaginez un match où, alors on l'espère tous, le match, on va être ultra dominant et on va sortir les coronets sur le terrain et on va les taper comme on s'est tapé les gros, comme on a joué contre Aston Villa par exemple. Mais entre ce qu'on espère et ce que l'on attend, ou est-ce que vous pensez vraiment qu'on va de nouveau, comme chaque fois contre Manchester United, est-ce qu'on va souffrir, est-ce qu'on va se faire dessus et qu'on va leur laisser le ballon et que ça va être 90 minutes de stress? Je ça sais va être un pas, moi match j'espère accroché. juste un match assez ouvert. Pour moi, ça va être un Parce match qu'en fait, accroché. voilà, après le truc, en fait, enfin, je sais pas comment tu peux pronostiquer là-dessus, en fait. C'est dur à quantifier ce genre Et de le choses. Non, passe, mais c'est vrai. t'as une chance sur deux hein, d'être un héros. Hein. Bah, dans, Ouais, dans tous les mais cas, dans tous les cas, Manchester sort du derby victorieux, United contre City. hmm, Donc clairement, en termes de confiance, je pense qu'il n'y a pas mieux pour arriver ils sont au à max, ouais. l'Emirates. Je pense qu'ils sont au max, Mm. surtout qu'ils récupèrent aussi des joueurs qui étaient à la CAN. Donc non, ça va être un match. Je pense que c'est un match très compliqué. Ça c'est clair et net. Pardon. Et dans lequel il va falloir mettre tous les ingrédients et tous en même temps et tirer tous dans le même sens parce que là, sur des matchs comme ça, tu peux pas te cacher. Je veux dire, tu es moyen, ça se voit quoi. Et le moyen se transforme en mauvais. Ah bah oui. Franchement, c'est. Voilà. Mais faut qu'on pète Manu, hein. Vraiment, s'il vous plaît, quoi. En tout cas, le match, c'est dimanche à 17h, si je me trompe pas. Donc, soyez présents. C'est Nico, je crois, qui sera à l'animation avec je sais plus qui. En tout cas, il y aura un débrief de match, bien évidemment. Il y aura peut-être un petit apéro AFC le lundi soir en fonction du résultat et de l'humeur des uns des autres et des agendas des uns des autres. Lundi, j'ai pas pu en faire un, je suis rentré beaucoup trop tard. Donc, affaire à suivre. Cet épisode, messieurs, se termine. On a tout dit. Richard, c'est vraiment un kiff de te retrouver. Il faudrait vraiment que tu t'arranges pour être là Ouais, plus je souvent. sais. Ma femme Vraiment, me hein. le dit tous les soirs quand je rentre du boulot. Pardon? Non, mais ouais, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi et comme à l'époque. Et du coup, de toute façon, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour ce fameux match, cette affiche Oui. ô combien prestigieuse entre Arsenal et Kairat. Louis, merci beaucoup. T'es en Avec plaisir. avant-match, t'es à la note dimanche, t'es sur quelque chose ou pas? Non, j'y serai contre le Kairat Almaty. Je suis à Ah, l'avant-match. Ou gros, au note, il me gros semble. match. Quelle chance. Oui, oui, bon courage. Merci, messieurs, pour votre participation. Les auditeurs, comme d'habitude, les notes sont pas encore sorties, mais elles le seront probablement quand cet épisode sera publié. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous laisser des commentaires, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, à nous donner vos points de vue, à nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec nous, si on était trop sévère ou pas assez sévère. Donc, continuez comme ça, likez, partagez, suivez-nous, mettez des notes. C'est comme ça qu'on avance en attendant logiquement une petite surprise prochaine
sur le podcast concernant Coup de Canon. Je vous embrasse, messieurs, et comme on dit ici, Common Gunners. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.